Vous vous souvenez du web dans les années 2000 ? Cette époque où Internet était encore un terrain d'expression sauvage, où le partage devait se faire sur des forums de sites isolés. Car il n'y avait pas encore de gigantesques plateformes où tout aggloméré, ni de grands distributeurs pour nous livrer du contenu à consommer. Ce contenu, c'était à nous, les utilisateurs, de le créer. Sur les sites amateurs de jeux vidéo, on trouvait alors une section fans, pour mettre en avant les dessins, les histoires, les bandes dessinées et parfois même des animations créées par les internautes autour des œuvres qui les rassemblent. Toute une culture de la réappropriation, tantôt parodie, tantôt hommage, tantôt interprétation, tantôt expérimentation, mais toujours fan-création. Moi-même, il y a très longtemps, j'écrivais de la fanfiction. Et c'était pas folichon. Non, vraiment pas terrible. On va laisser ça de côté. Mais j'ai conservé un attrait pour la fan-création. Pour les œuvres amateurs qui transmettent un amour des univers qu'elles reprennent, qui déforment l'existant, nous le montrent sous un nouvel angle, personnel, et qui utilisent directement notre culture comme fondation pour construire quelque chose de nouveau. Alors bien sûr, aujourd'hui, Internet n'a plus le même visage. Nous avons du contenu original et de qualité produit quotidiennement et filtré pour mettre en avant ce qui marche le mieux. En tant qu'utilisateurs, nous n'avons même plus besoin de contenu amateur. La VOD nous permet à présent de profiter du contenu des professionnels du cinéma et de la télévision, et produire du contenu pour Internet est même devenu une profession à part entière. Les consommateurs, leur place, c'est dans les commentaires. D'autant qu'avec le renforcement des lois sur le copyright et la capacité des algorithmes à détecter du contenu d'ayant droit, il n'y a plus de marché pour la fan-création. Internet est devenu un média mature, pour le meilleur et pour le pire. Mais l'essence même d'Internet, c'est le partage et l'expression. C'est un réseau sans hiérarchie, où chacun doit être à même de proposer ses idées et ses créations. Une culture accessible et transformable, faite de mèmes, de parodies, de remixes et de photomontages, où la fan-création existe toujours, même si de manière moins dominante. Elle se cantonne la plupart du temps aux niches que sont les fandoms, ou bien forme une sorte de seconde culture, composée de blogs de dessins, de montages partagés sur les réseaux sociaux, ou plus généralement de vidéos. Que ce soit parodie, animation, ou même let's play, critique, analyse. D'ailleurs en soi, on va pas se mentir, c'est toujours en tant que fan que je produis des vidéos. J'ai envie de mettre en avant cette culture. Pas pour la décortiquer ou expliquer sa nécessité, non, juste la mettre en avant. Mettre en valeur sa beauté ou ses étrangetés, simplement témoigner l'affection que j'ai pour elle. Car la création amateur mérite elle aussi d'être prise sérieusement. Aussi j'introduis ici une série sur la fan-création, où j'essayerai de faire découvrir quelques œuvres de fans dans le seul but de vous rendre curieux ou d'exprimer ce qu'elles m'évoquent. Des petits hommages aux œuvres du web. Et pour inaugurer ce format, on va partir sur une série bien familière avec la fan-création, Zelda. Il y a plusieurs raisons qui font de Zelda une série propice à la fan-création. En dehors de sa popularité, l'univers de la saga y est aussi pour quelque chose. Un univers qui se renouvelle à chaque jeu, avec un nouvel Hyrule, de nouvelles histoires, personnages, lieux, et surtout un nouvel héros, que le joueur pouvait, nommer lui-même. Je peux jouer à Ocarina of Time en tant que Jack, à Wind Waker en tant que Sam, ou à Twilight Princess en tant que Emma Larson. Ajoutez à cela le fait que le socle commun des jeux est surtout composé de légendes et de mystères ouverts à interprétation, et vous obtenez une source d'inspiration fantastique pour les histoires, qui encourage à la réappropriation. L'histoire d'un Zelda, c'est l'histoire du joueur avant tout. Paradoxalement, bien que Zelda soit une des œuvres pour laquelle on trouve le plus de fan-création, c'est aussi une propriété de Nintendo. Nintendo étant excessivement protectrice sur ses licences. Il n'y a qu'à voir les crédits de fin de Breath of the Wild, qui se terminent littéralement là-dessus. En tant que consommateur, les seuls cadres dans lesquels vous avez le droit d'être créatif, c'est ceux que l'on vous impose. Et il n'est ainsi pas rare pour Nintendo de faire retirer des fan-créations de la toile. Non pas qu'elle crée une quelconque forme de concurrence, mais Nintendo part du principe que le contrôle des créations doit rester aux mains de leurs créateurs respectifs. La culture pour Nintendo, c'est unidirectionnel. Et il y a un argument que l'on entend souvent en leur défense. Si les créateurs amateurs ont du talent, pourquoi n'exploitent-ils pas ce talent sans risque sur une œuvre originale, plutôt que de reprendre les travaux de quelqu'un d'autre ? On va même parfois jusqu'à accuser ces créateurs de profiter de licences qui ne sont pas les leurs uniquement pour se faire connaître. Seulement la création, c'est beaucoup plus complexe que ça. Demander aux créateurs de ne faire que du contenu original, c'est partir de la vision fausse que le talent seul suffit à produire quelque chose. Les auteurs font des romans, les dessinateurs font des dessins, et les musiciens font de la musique. Ce serait beau, mais non.
Derrière une œuvre, il y a surtout des inspirations et des idées, qui ne sont pas toujours transposables en quelque chose d'autre. Une fois n'est pas coutume, je vais utiliser la musique comme analogie. La musique, ça a l'avantage d'être un des arts les plus abstraits, mais que tout le monde comprend. Peut-être parce que ça parle aux tripes, en quelque sorte. En termes de reprise musicale, la série Zelda n'est pas avare. Ceci peut être à cause de la simplicité redoutablement efficace de ses thèmes. Les musiques de Zelda, comme beaucoup de l'héritage du 8 et 16 bits, ont des mélodies facilement mémorables. Mais le game design a aussi joué son rôle là-dedans. Ocarina of Time, premier Zelda pour beaucoup de monde et qui a sans difficulté conquis le cœur des fans de la saga, offre la mécanique de l'ocarina, qui demande aux joueurs de rejouer des mélodies pour progresser. Ces mélodies doivent donc être simples à retenir et à exécuter. Et pour les intégrer à l'univers et encore une fois faciliter la mémorisation, Ocarina of Time utilise ces airs comme musique de fond, donnant ainsi ou encore Et du coup, même si cela n'est pas le seul facteur, il est presque naturel de la part des joueurs les plus musiciens de vouloir interpréter les morceaux que le jeu leur a lui-même fait jouer. D'ailleurs, qui que vous soyez, si je vous tends un ocarina, je suis quasiment sûr de ce que vous allez essayer de faire. Et donc vous pensez bien qu'on ne peut pas reprendre un thème musical de Zelda sans reprendre un thème de Zelda. Le thème, c'est l'intention. Une reprise de jazz du chant de la tempête, ça ne peut pas être équivalent à une reprise de jazz de rien du tout. Puisqu'on parle de jazz, les thèmes de jeux vidéo fonctionnent un peu comme des standards. Ils deviennent cultes et demandent à être réinterprétés, que ce soit pour les modifier ou juste pour le plaisir de les jouer. Nintendo lui-même est le premier à reprendre les thèmes phares de la saga, parfois en les métamorphosant complètement, comme Breath of the Wild reprend le thème de l'île du dragon de Wind Waker, mais en changeant son harmonie pour lui donner une touche jazz inattendue. L'histoire de la musique est une succession de reprises, des mouvements qui en ont influencé d'autres, des grilles d'accords et des rythmiques qui se sont échangées, des mélodies reprises et même des samples remixés pour transformer l'existant. Sur internet, la reprise musicale de Zelda est presque un genre. Reprise amateur comme professionnelle d'ailleurs, Nintendo ayant lui aussi organisé des concerts Zelda. On peut distinguer deux types de reprises. Les premières sont les réorchestrations, qui tentent de rester le plus fidèle possible à la musique d'origine, en conservant l'harmonie, la mélodie et le rythme, mais aussi le ton qui s'en dégage. Ces reprises pourraient presque remplacer la bande originale du jeu. L'exemple le plus connu est Zelda Reorchestrated. Le groupe a travaillé durant plusieurs années sur des reprises symphoniques, parfois même acoustiques, de pratiquement toutes les musiques de Zelda, du premier jusqu'à Twilight Princess. Et la qualité de leurs interprétations offre un nouvel angle sous lequel apprécier ces thèmes familiers. Notons toutefois que le but de la réorchestration ne se réduit pas à améliorer la qualité acoustique des morceaux. On peut tout à fait choisir des instruments complètement différents des originaux et créer des sonorités nouvelles. On transmet la volonté initiale du morceau, mais par un canal différent. Personnel au créateur, en quelque sorte. Le chiptune est ainsi l'inverse de Zelda Reorchestrated, adapté du symphonique à la sonorité des anciennes machines de jeu. Nous laissons imaginer un Breath of the Wild sur Game Boy.
Le deuxième type de reprise est la réinterprétation des thèmes. Ces reprises se débarrassent de l'intention originale pour ne conserver que la mélodie ou le rythme et créent quelque chose d'entièrement nouveau par-dessus. On découvre alors des qualités insoupçonnées au thème original et on se laisse surprendre par ce qui nous était familier. Un des aspects que j'apprécie peut-être le plus est le contraste entre l'original et la reprise. Cela peut aller du simple remix électro à des compositions complètement originales dérivées des thèmes initiaux. Il y aurait énormément d'exemples que je pourrais mentionner, mais puisqu'il faut bien se limiter, je vais me focaliser sur l'album The Legend of Zelda par Cory Johnson. Sorti en 2012, The Legend of Zelda est un album post-rock avec un soupçon de métal reprenant différents thèmes de la série. Ce que j'aime particulièrement chez cet album, c'est comment il parvient à se créer un style propre à partir de mélodies existantes. Un mélange qui surprend aussi bien par son utilisation des thèmes que ce qu'il arrive à construire autour. Cet album m'a fait réaliser que j'étais plus sensible au rock psychédélique que je ne le pensais. Water Temple offre un bon aperçu du style. La piste mélange les arpèges du temple éponyme d'Ocarina of Time avec le motif rythmique du temple de la Grande Baie de Majora's Mask. Le morceau parvient étonnamment à rassembler ces deux thèmes pour se créer sa propre dynamique. L'album aime aussi déconstruire la rythmique de certains thèmes, voire altérer leur mélodie, comme cette reprise du village Cocorico qui non seulement transpose le ternaire vers du binaire, mais en prime impose son propre motif de fond, donnant ainsi un tout nouvel équilibre. Et je ne résiste pas à l'envie de mentionner Legend of Hyrule, une piste qui reprend un thème d'Ocarina of Time et la transforme en un chariot sur un rail qui nous emporte dans une descente vertigineuse sans possibilité de décrocher la ceinture. Malgré toutes ces libertés, l'album continue d'évoquer Zelda. Un Hyrule psychédélique, parfois empreint de mélancolie et d'autres fois rempli d'une énergie nouvelle. Bien entendu, l'album de Cory Johnson est loin d'être le seul à posséder cette qualité. Et tout ce que j'ai exprimé ici s'applique aussi en dehors de la musique. La fan création n'a rien à voir avec de la paresse ou du vol. La notion d'originalité est un peu mensongère. Les œuvres, sous n'importe quelle forme, réclament à être reprises. L'inspiration naît de la réinterprétation. Et en tant qu'artiste comme en tant que public, on a toujours quelque chose à en tirer. Et peut-être que Nintendo n'est pas aussi conservateur après tout. Voyez donc Cadence of Hyrule, spin-off du jeu Crypt of the Necrodancer dans l'univers de Zelda. Oui, Nintendo laisse un tiers toucher à son univers. Et surtout, nous promet une interprétation des musiques de Zelda par Danny Baranowski, ce qui est aussi épique que des reprises de Mario par Grant Kirkhope. En musique, on arrive toujours à faire du neuf avec du vieux.
On y reviendra certainement au cours de cette série. Mais avant ça, on a toute une culture à découvrir. Alors n'ayez pas trop peur, car à partir de maintenant, nous entrons dans le fandom.